De retour sur le plateau de votre émission Société. Aujourd'hui, une émission consacrée à la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Maurice Yvergan, vous êtes toujours avec nous. Joël Lévy, bonjour, vous êtes psychologue, vous nous avez rejoint. Tout de suite, le sommaire de cette deuxième partie. D'une recherche pour un concours sur la Seconde Guerre mondiale à une rencontre dont tout le monde se souviendra, c'est l'expérience inoubliable vécue par des lycéens de Gennevilliers qui ont cherché à retracer l'histoire d'une famille juive de la ville. Moment d'émotion quand Dina Goldschak, à l'époque enfant juif caché pendant la guerre, est venue à leur rencontre. Ils se font de moins en moins nombreux, mais les témoins continuent à s'exprimer et à raconter l'horreur. Au musée de l'Holocauste de Washington, les survivants de la Shoah et de la guerre partagent leurs souvenirs avec les visiteurs. 90 ans, c'est l'âge d'Eva Faidi, rescapée d'Auschwitz, qui a décidé de témoigner à sa manière, sans les mots. Elle est montée sur les planches pour danser la vie, parce qu'il n'est jamais trop tard. Mais avant de poursuivre sur cette journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, on regarde tout de suite les titres qui font l'actualité aujourd'hui. Christiane Taubira a démissionné. La garde des Sceaux opposée à la déchéance de nationalité sera remplacée par un proche de Manuel Valls, le député et socialiste Jean-Jacques Urvoas. Uber vient d'être condamné à payer 1,2 million d'euros aux taxis, les taxis toujours en grève aujourd'hui. Israël accuse Ban Ki-moon d'encourager le terrorisme. Le secrétaire général de l'ONU accuse, lui, la colonisation de nourrir la vague de violence. Il y a aujourd'hui un peu plus de 180 000 rescapés de la Shoah en Israël. Selon certaines études, 30% d'entre eux vivent sous le seuil de la pauvreté, mais aussi dans une extrême solitude. Une solitude qui aggrave le traumatisme. Beaucoup vivent dans des foyers d'accueil. À Haïfa, une rue a même été surnommée la rue des survivants. C'est là qu'ils ont élu domicile dans la pauvreté, le dénuement et la solitude. Regardez le sujet de Jonathan Serrero. Les habitants de Haïfa l'appellent la rue des survivants. C'est là qu'habitent une centaine de rescapés de la Shoah. Ces survivants de l'horreur ont choisi de se réunir dans cet immeuble pour rompre la solitude et témoigner jusqu'au bout. Chaque jour, je m'en souviens. Chaque jour, j'aborde le sujet. Je ne peux pas l'oublier du tout. Dans cette rue ombragée et calme de la grande ville du nord d'Israël, il n'y avait à l'origine qu'un centre social qui fournissait des repas aux personnes âgées. En 2007, aidé par des subventions et des donations, le centre a acquis et loué tous ses immeubles à bas prix pour loger tous ces rescapés en fin de vie. Ils ne passent pas tout leur temps à se rappeler ce qui s'est passé. Mais ils se sentent plus à l'aise quand ils sont entourés de personnes qui partagent les mêmes peurs nocturnes et les mêmes cauchemars. Ils sont plus rassurés quand ils sont membres d'une société qui comprend toutes leurs préoccupations. Et les inquiétudes quotidiennes des rescapés sont nombreuses. Sur les 189 000 survivants de l'Holocauste, 45 000 vivent sous le seuil de pauvreté. Le dernier rapport du Fonds annuel chargé des rescapés indique que 30% d'entre eux ont dû renoncer à leurs dépenses alimentaires quotidiennes. 25% se sont privés de leurs frais de soins médicaux. 67% se déclarent inquiets par la précarité de leur situation économique. Cette insécurité financière des derniers témoins de la Shoah alarme la grande majorité des Israéliens. Pour 74% de la population, la prise en charge par l'État des rescapés est largement insuffisante. Joël Lévy, on vient de le voir dans ce reportage, les témoignages sont bouleversants. C'est révoltant, vous ne trouvez pas ? Absolument. C'est non seulement une absence de prise en charge, mais une absence de prise en compte de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils ont été pour nous. Et la société israélienne doit s'interroger. Vous pensez qu'elle s'interroge justement, la société israélienne, sur la situation de ces rescapés ? J'ai pas l'impression qu'on tienne compte de ce que cela signifie, parce que la grande majorité sûrement ont des familles et ont construit des vies, mais pour cela, ceux qui sont dans le dénuement, évidemment que le trauma a été beaucoup plus impactant, évidemment que leur situation de vie ne peut que les renvoyer. Quand on parle de nécessité de manger, immédiatement on est renvoyé au symbole de la faim. Ces personnes ont un vécu qui représente l'aberration. On n'a pas le droit de les laisser comme ça. Alors justement, là on parle du devoir de mémoire, mais s'il n'y a pas quelque chose de plus urgent selon vous, l'éthique ?
absolument. Et un devoir éthique par rapport à eux. L'éthique et puis la pérennité de qui nous sommes. Si nous sommes aujourd'hui ici, si l'État d'Israël a aussi cette valeur-là, ce sens-là, c'est parce qu'il y a eu aussi ça, pas que, mais aussi parce qu'il est arrivé dans notre histoire, cet événement dramatique, cette époque barbare, et ce sont les témoins de cela. Maurice, on dit rescapé, mais ils n'aiment pas du tout ce terme-là, cette définition-là, ils préfèrent survivants. Oui, ils n'apprécient pas du tout qu'on les nomme rescapés. D'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un rescapé selon la définition israélienne. C'est une personne qui vivait dans l'un des pays conquis ou sous contrôle du régime nazi entre 1933 et 1945 et qui ont été persécutés, massacrés, exterminés par les nazis. Ça, c'est la définition du rescapé. Là. Parce qu'on a l'habitude de penser aux déportés. Je veux dire, on dit, tous les gens qu'on calcule dans le nombre des rescapés sont des déportés. Non, n'ont pas nécessairement été en camp. Ce sont des gens qui vivaient, par exemple, en Russie, qui vivaient en Pologne et dans des endroits assez retirés et qui ont réussi finalement à survivre. Et survivre, pour eux, c'était déjà résister. Donc le terme de rescapé ne leur convient pas. Ils préfèrent dire survivant parce que pour eux, ça implique une dynamique, quelque chose de encore vivant. Le traumatisme est toujours là, fait son travail et pour eux, l'affaire n'est pas finie. On va revenir au devoir de mémoire. En France, le ministère de l'Éducation organise chaque année un concours national de la résistance et de la déportation. Les élèves du lycée Galilée à Gennevilliers ne pensaient pas à combler les failles des archives de la ville en retraçant une histoire, celle d'une famille juive que la guerre et la déportation avaient séparée. Grâce à leur travail, ils ont retrouvé Dina Goldschak, enfant caché pendant la guerre et qui a immigré en Israël après la libération. Regardez. Mehdi est concentré. Avec 6 autres camarades, il participe au concours national de la résistance et de la déportation. Mais ces jeunes du lycée Gallieni de Gennevilliers étaient bien loin d'imaginer qu'ils allaient combler, grâce à leur travail, les pièces manquantes d'un puzzle vieux de 70 ans. En travaillant sur les archives de la ville, ils s'intéressent au parcours de la famille Fari, une famille juive non pratiquante et communiste déportée pendant la guerre. On avait juste des listes avec plein d'erreurs sur les archives de la police. La famille Fari, par exemple, la mère apparaît sous 2-3 appellations différentes. On ne savait pas si c'était la même personne ou 3 personnes différentes. En confrontant les archives et les erreurs, ils s'aperçoivent que tous les enfants n'ont pas été déportés. 3 ont été cachés en Haute-Loire par la municipalité de l'époque, parmi eux Claire, 8 ans. Tels des enquêteurs, avec l'aide de la documentaliste du lycée, ils la retrouvent en Israël. C'est avec elle qu'ils ont pu retracer l'histoire de sa famille lors d'une première conversation par Internet. Mais tous attendent impatiemment de la rencontrer car elle a décidé de venir les voir. Un peu stressé. Ouais, ça va moi aussi un peu à l'idée de la rencontrer parce qu'on a fait tout ce travail depuis le début et enfin là on la rencontre. Ramener quelqu'un qui habite dans un autre pays, c'est quand même quelque chose. Surtout qu'elle vient très rarement en France parce qu'elle nous a dit qu'elle était beaucoup stressée de venir à chaque fois en France, donc c'est assez cool qu'elle vienne pour nous en tout cas. C'est ici, dans le kibboutz de Gado, près du plateau du Golan, dans le nord d'Israël, que vit Claire depuis 1956. Devenue Dina Goldschak, pour laisser le passé derrière elle, cette dame de 81 ans n'a pas pour autant oublié sa triste histoire. C'est grâce à sa détermination pour faire inscrire celui qui l'a protégée petite, comme juste au mémorial de Yad Vashem, que les jeunes ont retrouvé sa trace. Très souvent, elle a raconté son histoire dans des écoles israéliennes, mais ce sera une première pour elle en France. Je suis très sensible à l'effort et au travail qu'ils ont fait. J'ai été étonnée, mais j'en suis heureuse. J'espère que je ne décevrai pas. Seule survivante de la famille à avoir fait le choix de venir habiter ici, Dina l'explique par une promesse faite à son père le jour où il l'a confiée pour la protéger. Et il m'avait fait promettre de ne pas oublier mes origines juives. Donc lorsque mes frères, eux, ont épousé des non-juifs et ont décidé de plus ou moins tourner le dos au judaïsme, moi j'ai décidé de rester ce que j'étais. Et pour cette raison, j'ai préféré quitter la France et venir m'installer en Israël afin que mes enfants soient juifs et fiers de l'être. Pour comprendre cette histoire douloureuse, les jeunes de Gennevilliers ont des dizaines de questions à lui poser. Fiers de leur découverte, ils avouent que leur travail leur a permis d'appréhender beaucoup mieux l'histoire en mettant des visages sur des mots. Moi, mon but, c'est pas de gagner quelque chose, c'est d'avoir du mérite déjà de faire ceci et montrer aux personnes qui nient cette histoire, qui disent que c'est pas possible, avec tous les témoins qu'on a, les preuves écrites, les archives, qu'on peut pas nier l'évidence.
Ils passeront la journée ensemble au lycée Gallieni, à quelques pas de là où Dina habitait heureuse avec sa famille avant 1942. Joël Lévy, est-ce que vous pensez qu'impliquer ces lycéens, justement, ça va participer à la mobilisation contre l'antisémitisme ? Évidemment. Alors, pour l'instant, c'est très théorique, ça fait très longtemps qu'on fait ce type de choses, mais je pense que néanmoins, même si l'impact reste à vérifier, il faut continuer de mobiliser le présent. Il faut qu'on mobilise dans le présent sur cette histoire qui a tendance à être banalisée, on le voit, galvaudée, voire ce qu'on amène les négationnistes, on a tendance à la balayer et c'est impératif que ça passe par la jeunesse. Cette dimension-là, dans la pédagogie, est-ce que, quelque sorte, c'est participer à lutter contre l'intolérance ? Oui, et la rencontre avec l'autre, avec ce qu'on peut faire au nom de l'intolérance, qu'elle soit pathologique ou autre, c'est aussi en montrant l'horreur que peut amener l'extrême qu'on va quand même amener, je pense, en tout cas j'espère, les gens, les individus à réfléchir sur ce que les humains peuvent être capables, de quoi ils peuvent être capables dans cette horreur-là, dans cette barbarie-là. Maurice, Joël, vous ne pensez pas qu'on parle trop de la Shoah ? Non, on n'en parlera jamais assez. De toute façon, la question qui se pose, c'est la question de l'urgence. Quand on sait que dans les 15 années à venir, il n'y aura plus de témoignages directs de cette période, on a de quoi s'inquiéter parce que finalement, on s'est rendu compte en regardant ce reportage de l'importance du témoignage. Parce qu'on peut lire dans les livres, on peut voir des films sur la Shoah, on peut voir la liste de Schindler, mais rien ne vaut un témoignage direct. Quelqu'un qui vient dire « Oui, voilà, j'ai souffert, j'ai été persécuté ». C'est le primordial, c'est par là que tout commence. Après, ce ne sont que des hommes qui ont vu l'homme qui a vu l'homme. Dina Goldscheid, touchée par les recherches des lycéens, a décidé de les rencontrer. Elle a fait le voyage depuis son kibbutz dans le nord d'Israël jusqu'à Gennevilliers, en région parisienne. On l'écoute. S'ils ont étudié la Shoah, ils doivent comprendre ce que le refus de l'autre le conflit, ce que ça peut donner comme tragédie. Regardez autour de vous maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Tout recommence, tout continue. Je ne regrette pas d'être revenu, vraiment, ça, au contraire. Dans quelques années, il ne restera plus personne pour témoigner. Alors, c'est tant qu'on peut le faire, autant le faire. Maurice, une capacité à témoigner, mais surtout envie de comprendre et universaliser un message. Oui, je dirais même actualiser, vous l'avez entendu, comprendre le refus de l'autre, ce que ça peut amener comme tragédie. C'est-à-dire qu'elle est dans le quotidien, cette femme. Elle sait de quoi elle parle. Elle a vécu une expérience difficile en tant qu'enfant caché pendant la guerre. Et elle est capable d'appliquer cette expérience sur la réalité d'aujourd'hui. Et c'est le message qu'elle veut transmettre à ses enfants. Un impact important pour les élèves, Joël ? Absolument, parce que c'est incarné, c'est vécu. C'est toujours mieux de voir une personne ? Oui, et puis elle n'est pas dans l'analyse. Elle n'est pas dans une interprétation, elle est dans le témoignage. Et pour ma part, ça peut être ce qui est le plus pédagogique, ce qui peut présider à justement la compréhension sur le fond et pas sur la forme, pas sur cette espèce de poudre aux yeux. Vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on en parle trop ? Je crois qu'on en a mal parlé. On en parle mal. Merci Joël, merci Maurice. Direction les États-Unis, au musée de l'Holocauste de Washington. Les survivants de la Shoah partagent leurs souvenirs avec les visiteurs, mais au fil des ans, les témoins de la Seconde Guerre mondiale se font de moins en moins nombreux. Regardez. Albert Gary est né en 1938 à Paris, en même temps que la Seconde Guerre mondiale. Il n'a même pas 2 ans lorsque les Allemands envahissent la ville et force sa famille à vivre en cachette. Ma mère emmenait mes sœurs et moi dans l'arrière-salle. Elle nous disait « Chut, ne dites pas un mot ». Aujourd'hui, âgé de 76 ans, Albert garde un souvenir ému de la libération de Paris. On voyait des tanks, des jeeps, des soldats amicaux qui distribuaient du chewing-gum et des cigarettes. C'est l'un des moments les plus merveilleux que j'ai jamais vécu. Au musée de l'Holocauste de Washington, Albert Gary fait partie d'un groupe de 60 survivants de la Shoah ou rescapés de la guerre. Leur mission ? Raconter leurs précieux souvenirs aux touristes. Une course contre la montre, car au fil du temps, les témoins de cette époque se font de plus en plus rares.
Un jour, dans 20 ans peut-être, il n'y aura plus de survivants, c'est sûr. On doit vivre avec ça et c'est pour cette raison qu'il est si important de transmettre le message aux générations futures. Une réalité qui inquiète aussi les responsables du musée. Je pense que le musée et les survivants ont le même sentiment d'urgence. Ils veulent être sûrs d'avoir réuni autant de témoignages que possible. Le musée est engagé dans une course contre la montre. Plus de 7000 prisonniers furent libérés d'Auschwitz en janvier 1945. Mais seulement 300 d'entre eux étaient présents aux cérémonies anniversaires cette année, en Pologne. Si le passage du temps est inexorable, pour certains survivants, le combat pour la mémoire est déjà gagné. Je suis encore là. Il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait. Il voulait tuer tous les juifs, effacer leur culture. J'ai une famille merveilleuse, 3 enfants, 8 petits-enfants. Et c'est ça ma revanche contre Hitler. Et le jour où ces voix s'éteindront, il reviendra à leurs familles et à des lieux comme le musée de l'Holocauste de perpétuer leur mémoire. Et que vous êtes bien entouré, Maurice Ifergan, Marianne Bougrain-Dubourg, Isabelle Dajou, bonjour. Alors Marianne, vous êtes notre spécialiste musique. Vous avez sélectionné une chanson pour nous aujourd'hui en relation avec cette journée. Quelle est cette chanson ? Justement, pour commémorer cette journée, eh bien, j'ai sélectionné une chanson que vous connaissez tous, qui a été écrite en 1982 et qui s'est vendue à près de 600 000 exemplaires. Alors c'est l'histoire d'un papa qui raconte à sa fille tout simplement, en regardant une vieille photo, le destin d'une enfant polonaise âgée de presque 8 ans. Cette petite fille s'appelait Sarah. Elle devait vivre une vie normale, paisible, même banale, comme toutes les autres petites filles de son âge, jusqu'à même envisager peut-être un jour de se marier à Varsovie. Et malheureusement, le destin en a décidé autrement et surtout les gens en ont décidé autrement. Et ce texte a été écrit, composé, interprété évidemment par Jean-Jacques Goldman. Vous connaissez tous cette chanson, c'est Comme toi, et je vous propose d'en écouter un petit extrait. On écoute. Elle avait les yeux clairs et la robe en velours, à côté de sa mère et la famille autour. Elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. Très belle chanson, Marianne. En tous les cas, il y a beaucoup de sous-entendus dans ce texte. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Effectivement, Valérie, et même si Goldman aurait dit en 99 lors d'une interview qu'il a été inspiré par cette chanson, simplement en regardant la photo d'une petite fille dans un album de famille qui appartenait à sa maman, il a tout de même avoué que peut-être de façon inconsciente, c'était pour lui une façon d'aborder ses origines juives, allemandes du côté de sa maman et polonaises du côté de son papa. Et justement, même si ce n'est pas évoqué de façon frontale et que l'on doit lire entre les lignes, eh bien on comprend très vite que cette petite Sarah, accompagnée de ses amis Ruth, Anna et Jérémie, eh bien, pourrait bien faire partie de cette longue liste des victimes de la Shoah. Il y a un autre indice qui le prouve aussi, c'est éventuellement le violon qui est retrouvé entre le 2e et 3e couplet, qui rappelle fortement la musique tzigane. Et c'est personnellement une de mes parties préférées de cette chanson et j'aimerais vous la partager. Une chanson qui a eu un grand succès en France, mais qui, semble-t-il, Marianne, a fait le tour du monde. Oui, alors déjà, en France, on peut dire qu'elle a été interprétée par de nombreux artistes, avec des arrangements et des styles complètement différents. On se souvient peut-être de la version orientale d'Ishtar, qui a eu un grand succès. Et en parlant de succès, justement, eh bien, son succès a traversé les frontières et a été adapté dans de nombreux pays et surtout traduite dans de nombreuses langues, comme par exemple en arabe, en hébreu et même en chinois. Et pour vous prouver ce que je vous raconte, eh bien, je vous propose d'écouter quelques extraits provenant de différents pays. Regardez.
mientras la vida va, pequeño espejo de mi soledad, como tú, como tú, como tú, como tú. Maurice, vous êtes inspiré. Hein. À part de me poser la question comment on dit Sarah en chinois, moi j'ai une réflexion, c'est que finalement on a beaucoup parlé du devoir de mémoire et de cette volonté impérieuse de témoigner, mais là il s'avère que ça fonctionne tout en sous-entendu, sans jamais dire les choses directement et frontalement. Oui, alors on a parlé justement du devoir de mémoire en dansant, on vient de le voir avec Marianne, avec vous justement en chantant, mais aussi il faut se souvenir, Isabelle Dajou, pour cette journée consacrée à la mémoire de l'Holocauste, vous avez envie de nous parler, non pas de stars de cinéma, mais des héros qui ont su sauver des vies pendant cette période. Oui Valérie, durant la guerre, des personnes ont mis leur propre vie en péril afin d'en sauver d'autres. On va commencer par une juste, Irena Sandler, une jeune assistante sociale d'origine polonaise qui travaillait déjà avant la guerre avec des familles juives. Elle a rejoint le réseau, Zegota en 1942 et sauva 2500 enfants juifs cachés dans une valise et même sous son manteau en sortant du ghetto de Varsovie. Elle refusa jusqu'à son décès à l'âge de 98 ans de se considérer comme une héros. Et elle avait toujours ce sentiment de ne pas avoir fait assez. Oui. On va partir en Angleterre maintenant avec un monsieur qui a ému une salle entière. Oui, Sir Nicolas Winton a fait preuve de courage inouï et une humilité énorme en sauvant 669 enfants. Son geste de bravoure a été découvert par erreur par sa femme 50 ans après, quand elle découvre dans le grenier une vieille sacoche avec une liste d'enfants et de lettres de parents. Je vous laisse découvrir en images une rencontre très émouvante. Back here is the list of all the children. This is Vera Diamant, now Vera Gissing. We did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Can I ask, is there anyone in our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please? Beaucoup d'émotions, hein, Isabelle, dans ces images. En tous les cas, il méritait ce moment absolument incroyable. Il n'en revient pas de ce qu'il voit autour de lui. En France aussi, il y a eu de la résistance. Oui, nous sommes à Nice en 1943. Le couple Oded et Moussa Abadi crée un réseau clandestin nommé le réseau Marcel. De confession juive eux-mêmes et horrifiés par la situation, ils partent vers l'église pour demander de l'aide, qui répondent présents. Par l'intermédiaire de couvents, d'écoles catholiques et de prêtres, ils arrivent à sauver 527 enfants juifs. Beaucoup de livres ont été dédiés à cette histoire, dont un, le réseau Marcel de Fred Coleman. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir été avec moi tout au long de cette émission. C'est fini pour aujourd'hui. Demain, dans le grand dossier rencontre avec l'inventeur du drone israélien, nous parlerons avec lui du potentiel presque infini de cette invention, mais aussi des dérives à éviter ce soir, 19h, Paul Amar.